L'Europe a-t-elle vraiment tourné la page du gaz russe, ou s'est-elle condamnée à un déclin industriel? D'un coup, tout a changé. Officiellement, à l'hiver 2026, l'Union européenne a mis fin à des décennies de dépendance au gaz russe. Les pipelines Nord Stream, hier encore vantés comme les artères de la prospérité allemande, ne sont plus que des reliques englouties au fond de la mer Baltique, rongées par la corrosion et abandonnées par les assureurs. Le rêve d'un pont énergétique entre Moscou et l'Europe s'est transformé en monument inutile, un cimetière d'acier et de béton qui témoigne de l'ampleur de la rupture. Mais ce n'est pas qu'une question de géopolitique. Derrière l'image d'une Europe libérée de l'emprise du Kremlin, la réalité, elle, est bien plus brutale pour les citoyens et l'industrie. Explosion des prix de l'énergie, 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis ou même en Chine. Usines qui ferment, grands groupes chimiques qui délocalisent ou disparaissent. En quelques mois, l'Europe a vu s'envoler les piliers de sa compétitivité. Le choc n'est pas passager. Il s'annonce durable, profond, peut-être irrémédiable. Face à la fermeture du robinet russe, l'Europe s'est ruée vers d'autres fournisseurs. GNL américains, gaz norvégien, algérien, azerbaïdjanais, à des prix souvent prohibitifs, dépendant de marchés mondiaux volatiles. Le gaz qui arrivait autrefois directement, à coût maîtrisé, doit maintenant traverser océans et terminaux. Résultat, la facture énergétique s'alourdit, les marges industrielles s'effritent, la promesse d'un remplacement facile s'évanouit. L'Europe croyait acheter son indépendance, elle découvre un piège. Pour vous, pour nous tous, l'enjeu va bien au-delà du chauffage ou de la lumière. C'est le niveau de vie qui vacille, la stabilité de l'emploi qui s'effondre, et tout le modèle économique européen qui vacille. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de déclassement, où l'industrie européenne serait condamnée à s'effacer face à ses concurrents? Ou restait-il un choix possible? Alors, comment l'Europe s'est-elle retrouvée piégée dans cette impasse énergétique? Pour comprendre, il faut revenir un demi-siècle en arrière, aux origines d'une dépendance qui a façonné, et aujourd'hui menace, tout le continent. Pendant 50 ans, la prospérité européenne reposait sur un flux constant de gaz russe bon marché. Ce gaz, transporté à travers d'immenses pipelines enfouis sous la mer Baltique ou traversant la plaine d'Ukraine, a été le carburant discret, mais essentiel, de la puissance industrielle et du confort quotidien sur tout le continent. L'acier allemand, le verre français, la chimie néerlandaise. Tous ces secteurs ont bâti leur compétitivité sur cette énergie fiable et peu coûteuse, dont la facture, lissée sur des contrats à long terme, paraissait presque immuable. Mais aujourd'hui, ce modèle appartient au passé. Au nord, les gazoducs Nord Stream, longtemps symbole de l'alliance énergétique euro-russe, ne sont plus que des monuments funéraires d'une ère révolue, officiellement abandonnés, inutilisables, vestiges d'un partenariat brisé. À l'est, le transit via l'Ukraine, dernier grand axe traditionnel, a pris fin, scellant la fermeture définitive du robinet russe. La Russie, qui utilisait autrefois ces canalisations comme un levier d'influence, s'en débarrasse désormais sans regret, préférant investir dans son pivot vers l'Asie. Nouveau contrat long terme avec la Chine, développement du projet Silla-Sibérie 2, terminaux arctiques ultramodernes, circuit d'exportation désormais orienté loin de l'Europe. Pour l'Union européenne, ce bouleversement a tout changé. L'époque du gaz livré directement, sans intermédiaire, sans frais logistiques ni incertitudes, est terminée. Ce gaz russe n'était pas seulement une énergie, il était la colonne vertébrale de l'industrie européenne. Désormais, les Européens se retrouvent exposés à la volatilité sauvage du marché mondial. Le gaz n'arrive plus par tube, mais par bateau. Le GNL, ce gaz liquéfié importé des États-Unis, du Qatar ou du Nigeria, se paie au prix fort, au gré des soubresauts géopolitiques et des enchères mondiales. On assiste à une inversion totale du rapport de force. L'Europe, autrefois cliente privilégiée, doit aujourd'hui se battre sur le marché global contre l'Asie pour attirer les précieux cargos. La logistique s'est complexifiée. Les terminaux flambant neufs d'Allemagne ou des Pays-Bas, censés compenser la perte du gaz russe, ne suffisent ni en capacité ni en rapidité. La transformation du système, prévue pour faire circuler le gaz d'est en ouest,
doit maintenant fonctionner à rebours, depuis les côtes vers l'intérieur. Mais l'infrastructure est inadaptée. Cela crée des goulets d'étranglement, des ruptures d'approvisionnement, des pertes de compétitivité. Et ce n'est pas tout. Cette exposition accrue au marché global expose l'industrie européenne à chaque tension internationale, chaque crise logistique, chaque flambée des prix. Une attaque en mer Rouge, un incident au détroit d'Ormuz, et tout le continent tremble. Le prix de l'énergie galope, les usines tournent au ralenti, et la fameuse « Made in Germany » n'est plus une garantie de puissance, mais le témoin d'une vulnérabilité inédite. L'Europe, en tournant la page du gaz russe, a perdu son avantage compétitif historique. Elle doit désormais composer avec l'instabilité, la concurrence féroce et le risque permanent de voir son industrie plier sous le choc des prix. Mais alors, les alternatives au gaz russe sont-elles vraiment à la hauteur des besoins européens? Les promesses du GNL et des nouvelles sources se heurtent à la dure réalité industrielle. Sur le papier, le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL américain, devait libérer l'Europe de sa dépendance au gaz russe. On nous garantissait la sécurité, la flexibilité et même une certaine indépendance vis-à-vis des grandes puissances. Mais très vite, la facture a refroidi plus d'un industriel. Le prix du GNL importé en Europe reste 2,5 à 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Cette différence n'est pas un simple détail, c'est un gouffre qui avale la compétitivité industrielle du continent. Pourquoi un tel surcoût? D'abord, chaque mètre cube de gaz doit traverser l'Atlantique à bord de méthaniers, acheminer la précieuse énergie vers des terminaux de regazéification déjà saturés. Et là, c'est l'embouteillage. En Espagne, les méthaniers attendent en rade, tandis qu'en Bavière, des usines réduisent ou arrêtent leur production faute de carburant. Les infrastructures européennes, conçues pour un gaz bon marché acheminé par pipeline, peinent à absorber ce flot intermittent et cher du GNL. Il manque chaque année près de 40 milliards de mètres cubes pour retrouver le niveau d'avant-crise dans les secteurs les plus énergivores. Mais le problème ne s'arrête pas là. En basculant sur un marché mondialisé, l'Europe est désormais exposée à toutes les tempêtes géopolitiques. Regardez ce qui s'est passé lors des récentes tensions au Moyen-Orient. Le simple allongement du trajet des navires via le cap de Bonne-Espérance a suffi à faire bondir les prix de 30 à 40%, rendant la matière première inaccessible pour certaines industries. Résultat, le prix du gaz explose, l'incertitude s'installe et la planification industrielle devient un jeu de hasard. Ce n'est pas tout. Les nouveaux maîtres de l'énergie européenne, Norvège, États-Unis, Algérie, Azerbaïdjan, avancent chacun leur pion. La Norvège, par exemple, fournit plus de 28% du gaz importé par pipeline, mais elle sait que ses gisements vieillissent et elle impose ses conditions tarifaires. Les Américains, eux, profitent de l'envolée des prix pour vendre leur GNL au prix fort, tout en attirant les industriels européens sur leur propre sol avec la promesse d'une énergie abondante et bien moins chère. Même logique du côté de l'Algérie et de l'Azerbaïdjan. Chacun défend ses intérêts et fait monter les enchères. L'Europe, privée de son « ancre » russe, se retrouve au centre d'un jeu d'influence où elle n'a plus la main. Ce choc énergétique a eu des conséquences immédiates et massives. Les grands groupes industriels, autrefois piliers de la puissance européenne, ne se battent plus pour du gaz. Ils plient bagages. L'exode industriel est en marche. Les géants de la chimie, comme celui de Ludwigshafen, jugent le maintien de leurs activités en Europe tout simplement intenable. Le gaz, matière première essentielle à leur production, coûte ici 3 à 4 fois plus cher qu'au Texas ou dans la province chinoise du Guangdong. Logiquement, les investissements partent là où l'énergie est abondante et accessible. 10 milliards d'euros redirigés vers la Chine et les États-Unis en quelques mois. Même le secteur automobile, fleuron de l'industrie allemande, n'y survit pas. Volkswagen et BMW réorientent leurs investissements vers le Tennessee ou le Mexique. Avec des factures d'électricité qui explosent, produire des véhicules électriques en Europe devient un luxe inaccessible pour la majorité. Ce retrait des grands groupes provoque une véritable onde de choc. La fermeture d'une usine majeure entraîne la disparition de milliers d'emplois, mais aussi de tout un tissu de sous-traitants, de PME, de logisticiens, de prestataires de services. Le fameux Mittelstand,
socle de la stabilité sociale en Allemagne, s'effrite. On assiste à une spirale descendante, moins d'emplois, moins de production, perte de savoir-faire. Les chiffres sont sans appel. La production chimique et métallurgique s'est effondrée de 18% sur un an. La mention « Made in Germany », autrefois synonyme de qualité et de robustesse, n'est plus une garantie d'avenir. Elle devient l'épitaphe d'une époque où l'énergie bon marché nourrissait la prospérité européenne. Mais alors, que reste-t-il comme solution? Dos au mur, l'Europe n'a plus le luxe de la facilité. L'échec du remplacement du gaz russe par le GNL et la fuite de l'industrie forcent l'Union à repenser toute sa stratégie. L'heure est à la ruée vers les énergies renouvelables et à un possible retour du nucléaire. On en parle tout de suite. L'Europe peut-elle vraiment se réinventer grâce au virage vert et au retour du nucléaire? Après l'effondrement de la dépendance au gaz russe, la première impulsion des dirigeants européens a été limpide. Accélérer coûte que coûte la transition vers les énergies renouvelables. Et sur le papier, le succès est impressionnant. Pour la première fois, en mars 2026, l'électricité d'origine renouvelable dépasse les 30% de la production totale de l'UE, éclipsant même les énergies fossiles. Mais derrière ce record affiché, la réalité est bien plus nuancée, presque cruelle. Parce que oui, malgré le soleil et le vent, gratuits par nature, le coût structurel de l'électricité pour l'industrie européenne reste désespérément élevé. Aujourd'hui, un mégawattheure coûte presque 180 € aux entreprises allemandes, soit plus du triple de ce que réclament les industriels pour rester compétitifs face à la Chine ou aux États-Unis. Le paradoxe est frappant. L'énergie la moins chère sur le papier devient la plus coûteuse à l'usage, quand on additionne le prix des réseaux, des installations, et surtout, de la sécurité d'approvisionnement. Car ce que les graphiques ne montrent pas, c'est l'intermittence. L'Europe a hérité de réseaux électriques conçus pour la stabilité, pas pour la variabilité permanente du vent et du soleil. Résultat, à chaque coup de mou de la météo, il faut activer en urgence des centrales à gaz, souvent alimentées par du GNL américain hors de prix, avec des contrats « prends ou paie » qui enferment l'industrie dans des coûts incompressibles. L'Europe paie donc 2 fois. Une première fois pour construire et intégrer les renouvelables, une seconde fois pour maintenir des réserves fossiles prêtes à intervenir à tout moment. Et ce n'est pas tout. Ce virage vert a déplacé la dépendance sans la supprimer. Désormais, le talon d'Achille européen se situe à l'est, mais bien plus loin qu'avant. Car pour faire tourner panneaux solaires, batteries et éoliennes, l'Europe importe massivement des matériaux critiques, lithium, cobalt, terres rares et surtout panneaux photovoltaïques dont plus de 80% viennent de Chine. Une nouvelle vulnérabilité, moins visible que le gazoduc, mais tout aussi stratégique. Dans un monde où la fragmentation géopolitique s'accélère, le moindre accroc dans la chaîne d'approvisionnement peut provoquer un nouveau choc. Face à cette impasse, certains pays européens rebattent les cartes en relançant le nucléaire. 15 États, menés par la France, sont en train de tisser une alliance pour développer la nouvelle génération de petits réacteurs modulaires. L'objectif ? Garantir une électricité stable, abondante et surtout indépendante des caprices du marché mondial. Mais là encore, la renaissance de l'atome prendra du temps. Il faudra des années pour construire, certifier et connecter ces nouvelles installations. 3 futurs possibles se dessinent. Premier scénario. L'industrie européenne, étranglée par les coûts et la volatilité, se désagrège peu à peu. L'Europe deviendrait alors un musée de la prospérité perdue, spectatrice de la prochaine révolution industrielle qui se jouerait ailleurs, en Asie ou en Amérique. Deuxième option, la relance du nucléaire, associée à des investissements massifs dans les réseaux et le stockage, permettrait une renaissance industrielle, en offrant de nouveau une énergie fiable et compétitive. Enfin, troisième possibilité, plus incertaine. Face à l'accumulation des crises, un reset géopolitique bouleverse les équilibres actuels. Nouvelles alliances, nouvelles routes énergétiques, peut-être même un retour pragmatique à certains fournisseurs d'hier. La vérité, c'est que l'Europe joue sa place dans le monde. Les choix faits aujourd'hui détermineront si elle saura rebondir, ou bien si elle sera reléguée au rang d'outsider économique et technologique. Mais alors,
Quels enseignements tirer de cette crise et quelles options restent vraiment ouvertes pour le vieux continent? Dépendance, diversification, transition. Ce que l'Europe et ses citoyens doivent retenir de la crise du gaz. Voilà la vraie question, parce que derrière les débats techniques et les sommets d'urgence à Bruxelles, c'est toute notre façon de vivre qui est remise en cause. D'abord, la leçon la plus amère. On ne construit pas la sécurité énergétique d'un continent sur un fournisseur unique ou sur une technologie miracle censée tout régler. C'est cette illusion qui a permis à l'Europe de s'installer dans le confort du gaz russe bon marché pendant des décennies, en se disant que le reste suivrait. Résultat, au premier choc, tout notre modèle vacille. La diversification réelle des approvisionnements n'est pas un slogan, c'est une nécessité vitale. Et pas seulement en signant de nouveaux contrats de GNL avec le Qatar ou les États-Unis. Non, cela signifie investir massivement et longtemps dans nos propres infrastructures, réseaux électriques modernisés, capacités de stockage, interconnexion entre pays et surtout, innovation dans les technologies énergétiques. À ceux qui rêvaient d'un remplacement rapide par les renouvelables, la crise de 2026 a rappelé une réalité physique simple. L'industrie lourde ne fonctionne pas selon le rythme du vent ou du soleil. Oui, en mars 2026, les renouvelables ont généré plus de 30% de l'électricité européenne, c'est historique, mais à quel prix? Les entreprises allemandes payent encore 180 € le mégawattheure, alors qu'il leur en faudrait 3 fois moins pour rester compétitives. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours maintenir des centrales à gaz en réserve, prêtes à compenser chaque creux de production. Et ce gaz, maintenant, coûte cher. On paie donc 2 fois, pour les nouvelles éoliennes et pour garder les vieilles centrales en veille. Ce dilemme énergétique a aussi une dimension géopolitique. S'extraire de la dépendance russe, c'est tomber dans une nouvelle dépendance aux composants chinois. Aujourd'hui, plus de 90% des matériaux essentiels aux panneaux solaires et aux éoliennes viennent de Chine, qui a commencé à restreindre ses exportations dès mars 2026. Vouloir sécuriser notre énergie, c'est aussi assurer notre autonomie technologique. Pour les citoyens, tout ça n'est pas abstrait. C'est le coût de la vie qui s'envole, les emplois industriels qui s'effacent, le risque de voir notre modèle social s'éroder. Si l'Europe ne parvient pas à garantir un accès à une énergie fiable et abordable, alors c'est notre niveau de vie, notre compétitivité et même notre souveraineté qui sont en jeu. Il faut retenir que chaque choix énergétique engage l'avenir. Privilégier la rapidité au détriment de la résilience, c'est s'exposer à des chocs brutaux. Ne pas anticiper, c'est accepter l'appauvrissement et la perte d'indépendance, pour soi-même et pour les générations futures. Ce défi n'est plus une question de transition verte ou de nostalgie industrielle, mais de survie économique et d'intelligence collective. Alors, dans quelle Europe voulons-nous vivre demain? La vraie transition sera douloureuse, mais la lucidité est la première étape du renouveau. Face à la crise énergétique qui bouleverse l'Europe depuis la rupture avec le gaz russe, il serait tentant de chercher une solution miracle ou de se rassurer avec l'idée que le GNL importé ou les renouvelables suffiront à combler le vide. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. L'Europe ne retrouvera jamais l'ère du gaz abondant et bon marché qui, pendant des décennies, a irrigué ses usines, alimenté sa croissance et permis à chacun de profiter d'un certain niveau de vie. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la prise de conscience brutale du prix réel de notre dépendance passée. Ce n'est pas seulement une crise géopolitique, c'est un tournant existentiel pour le continent. L'Europe se découvre soudain comme une île, certes stable et sûre, mais coupée de la ressource clé qui avait fait sa force industrielle. À force de reporter les choix, de préférer la sécurité politique à la compétitivité industrielle, elle a sacrifié un avantage historique. Le résultat, c'est l'envolée des prix de l'énergie, la fragilité du tissu industriel, la remise en question du pouvoir d'achat et un sentiment d'incertitude qui pèse sur l'avenir de l'emploi. Peut-on vraiment penser que quelques infrastructures de GNL ou un boom des énergies vertes suffiront à compenser la perte du gaz russe? Le choc de 2026 montre que la transition sera ni rapide ni indolore.
les scénarios envisagés par les experts sont, chacun à leur manière, porteurs de sacrifices. L'option du grand musée, où l'Europe deviendrait un leader des services et de la finance, mais perdrait ses industries lourdes, signifierait accepter la désindustrialisation et le départ de pans entiers de l'économie vers d'autres continents. Miser sur un renouveau nucléaire exigerait des investissements colossaux, des choix politiques forts et du temps, beaucoup de temps, pendant lequel la facture énergétique resterait douloureusement élevée. Quant à la tentation d'une grande réconciliation avec l'Est, elle semble techniquement irréaliste. Les liens sont brisés et même un retour partiel ne redonnerait pas à l'Europe l'accès à l'énergie à bas prix d'autrefois. Finalement, il n'y a plus de victoire à bas coût. Il n'y a que des choix difficiles, des arbitrages à faire entre le maintien de notre niveau de vie, la compétitivité de nos industries et la place de l'Europe dans le jeu mondial. C'est désormais à chaque citoyen, à chaque entreprise, de peser dans la balance, par ses choix, par ses votes, par ses engagements quotidiens. L'avenir énergétique de l'Europe ne sera pas écrit par quelques experts à Bruxelles ou des acteurs de marché à New York, mais par la somme des décisions individuelles et collectives prises dans les années à venir. Ce que révèle en creux cette crise, c'est la fin d'une époque et la nécessité d'un vrai débat de société. Quels sacrifices sommes-nous prêts à consentir? Quelle Europe voulons-nous demain? Lucidité, responsabilité et débat. Voilà les vrais moteurs d'une transition réussie, même si le chemin sera long et semé d'embûches. Alors, selon vous, quelle stratégie l'Europe devrait-elle adopter? Faut-il accepter la décroissance industrielle ou investir massivement dans le nucléaire? Croyez-vous à un retour possible des ressources russes ou la solution passera-t-elle uniquement par l'innovation technologique locale? Partagez vos analyses, vos inquiétudes, vos propositions dans les commentaires. C'est ensemble que se dessine l'avenir. Si cette enquête vous a permis d'y voir plus clair dans les enjeux colossaux de la crise énergétique européenne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre nos prochaines analyses sur les grands bouleversements géopolitiques. À très bientôt.